Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer la bataille de Sélasie, donc qui s'est déroulée en 222 avant notre ère, dans le cadre de la guerre dite cléoménique, du nom d'un roi de Sparte qui se nomme Cléomène III, qui entre en guerre contre ses voisins de la Ligue achéenne, donc la grande ligue du Péloponnèse, et cette même ligue finit par appeler à l'aide le royaume de Macédoine, dirigé alors par Antigone III d'Ozone. Donc on va revenir sur le contexte, mais on peut déjà le dire en préambule, c'est la dernière grande bataille menée par les Spartiates, et la défaite donc de Cléomène III signe la fin de l'indépendance de Sparte, ni plus ni moins. Donc c'est une bataille parfois méconnue, mais qui est très importante d'un point de vue politique, et dont on connaît beaucoup de détails grâce au récit qu'en a fait Polybe, qui est contemporain des événements, sachant que il provient de la Ligue achéenne. Donc, à voir aussi qu'on a des sources tirées de Plutarque, qui a écrit notamment une vie de Cléomène, et une autre aussi consacrée à Philopoïmène, dont on parlera, qui est un général de la Ligue achéenne. Donc on a pas mal de sources sur cette période, sachant qu'on avait déjà remarqué qu'il y avait un certain vide au niveau des sources au milieu du IIIe siècle, mais que grâce à Polybe, et ensuite grâce à Tite-Live, on a pas mal de sources sur la dernière partie du IIIe siècle. Donc pour situer, on est à peu près contemporain de la bataille de Raphia, pour situer un petit peu le contexte. Évidemment, bon là on est en Égypte. Alors revenons au contexte. Alors déjà, Cléomène III est un personnage assez intéressant pour le coup, parce qu'en fait il parvient donc à la royauté de Sparte en 235, après la mort de son père Léonidas II, et on sait qu'à Sparte il y a une double monarchie, donc pour éviter, on dira, un pouvoir tyrannique, ou justement une monarchie, il y a une double royauté, on dira plutôt, et en fait il va placer comme co-roi, au contraire des traditions, son propre frère qui s'appelle Euclédas. Alors il est intéressant ce Cléomène parce que en fait il va mener des réformes politiques qui visent à revenir à la tradition spartiate, et il va notamment évincer les efforts qui sont en fait, pour dire des gouverneurs, des magistrats qui, au nombre de 5, si je ne m'abuse, à Sparte, régissent la cité. Et il doit aussi faire face à un fait qui a plombé Sparte, on pourrait dire presque depuis la guerre du Péloponnèse, c'est son déficit démographique. Et donc il va élargir le corps civique. Donc il a des ambitions politiques, et il a un côté assez révolutionnaire qui est assez intéressant. Et cette politique va rapidement en fait inquiéter les oligarchies des cités voisines de Sparte, qui ont peur de cette contagion, on dira, révolutionnaire, sachant que Cléomène mène également une politique d'expansion dans le Péloponnèse face à la Ligue achéenne, qui est devenue, on pourrait dire, la principale confédération du monde grec, et il parvient à vaincre par 2 fois, donc c'est le contexte de la guerre dite cléoménique, les Achéens, donc la bataille de Dimée et la bataille du mont Lycaum. Donc par 2 fois, les Achéens sont vaincus par les Spartiates.
et il prend le contrôle de la cité stratégique de Corinthe, qui est voilà le verrou de la Grèce continentale. Et le chef achéen, qui s'appelle Aratos, n'a pas d'autre choix que de faire appel à son ancien ennemi, à savoir la Macédoine. Alors, à l'époque, elle est dirigée par Antigone III d'Ozon, qui est en fait un petit-fils de Démétrios Polior VII, sachant qu'il a accédé au pouvoir en tant que régent, parce qu'en fait, son prédécesseur, donc c'est son demi-frère qui s'appelle Démétrios II, est mort face à des incursions des peuples dardaniens, et donc son fils Philippe V est trop jeune pour régner, et donc c'est bien Antigone III d'Ozon qui est bien roi de Macédoine, mais voilà, on pourrait presque dire au titre de régent. Alors ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'Antigone III d'Ozon a quand même un poids politique important à l'époque, c'est qu'il va reconstituer la Ligue de Corinthe, qui avait été donc formée par Philippe II, et puis reprise bien sûr par Alexandre comme, on va dire, bras armé de la conquête macédonienne. Alors, elle avait été restaurée brièvement par Antigone le Borgne, mais en bref. En tout cas, cette Ligue de Corinthe, on va plutôt l'appeler Ligue hellénique ou Ligue des Alliés. Elle réunit donc sous hégémonie macédonienne, donc les Achéens, on l'a bien compris, mais aussi les Béotiens, les Thessaliens, les Acarnaniens et d'autres peuples, notamment les Épirotes. Et donc Sparte se trouve assez isolée, mais elle a quand même un allié, c'est la cité d'Élis, et elle a quand même un puissant allié qui est l'Égypte, la gîte de Ptolémée III, qui est donc l'ennemi traditionnel des Antigonides depuis l'origine. Et donc Ptolémée III va au départ financer les campagnes de Cléomène. Alors, il y a un fait aussi très important, c'est en 223, Cléomène va prendre la cité de Mégalopolis, qui on pourrait ainsi dire la capitale des Achéens, et la raser. Et c'est intéressant parce que c'est la première destruction de cité en Grèce depuis celle de Thèbes par Alexandre, juste avant le début de la conquête de l'Empire perse. Donc il montre, on pourra dire, son côté implacable. Il va aussi faire raser d'ailleurs Mantinée dans le même contexte. Alors, il s'avère que en 222, Ptolémée va cesser de financer les guerres de Cléomène, et que celui-ci comprend qu'il doit, une bonne fois pour toutes, affronter les Macédoniens et les vaincre, alors qu'il s'apprête à envahir la Laconie, qui est donc bien sûr la région de Sparte. Alors, il a le temps de préparer la bataille, il sait qu'il est en infériorité numérique, mais il va s'installer, ce qu'on va voir dans la diapo suivante, dans un étroit défilé en fait qui est bordé par deux collines, sachant qu'il va aménager une palissade pour bloquer l'avancée des Macédoniens et de leurs alliés. Alors, voyant ce dispositif, Antigone hésite à livrer bataille, et après plusieurs jours de tergiversation, il se résout à lancer les hostilités. Alors revenons sur les effectifs. Donc effectifs, on va dire, attestés par les historiens contemporains. Donc Cléomène dispose de 20 000 fantassins, qu'on peut voir ici disposés donc sur les deux collines. L'une s'appelle Lévas, l'autre l'Olympe, on y reviendra. Donc 20 000 fantassins, composés donc en grande partie donc de phalanges spartiates. Attention, parce qu'ils se battent encore, on va dire, avec la lance classique de l'hoplite. C'est pas des phalanges de type macédonienne. On retrouve également des troupes mercenaires, notamment des Crétois, et d'autres aussi, d'autres cités ou d'autres régions. Et sur la gauche, on a les hoplites périèques, qui sont donc des hommes libres de Laconie et de Messénie, mais qui ne sont pas citoyens spartiates. Sachant qu'on a
650 cavaliers au centre, ainsi que de l'infanterie légère. Alors, la colline de droite, donc c'est surnommé l'Olympe, est commandée donc par Cléomène en personne, tandis que la colline de gauche, qu'on appelle Lévas, est commandée par son frère, donc le Cauroy, Euclédas. Et donc on avait bien vu qu'il avait construit, alors on ne le voit pas ici sur le dispositif, mais une palissade. Alors Antigone III d'Ozon, lui, peut compter sur des troupes plus nombreuses, environ 30 000 hommes. Et c'est intéressant parce que pour la première fois, on dira depuis le début de l'époque hellénistique, la Macédoine aligne une armée, on pourra dire, nationale, en mettant peut-être des guillemets quand même, parce qu'évidemment, auparavant, l'armée macédonienne, du temps des Diadoques ou des Épigones, était essentiellement formée de mercenaires. Parce qu'on évalue sur les 30 000 hommes à 20 000 Macédoniens, ce qui est quand même très important. Alors, les alliés de la Ligue hellénique lui fournissent également d'importants contingents. On compte notamment 3 000 Achéens et 1 000 mégalopolitains. On compte également des Agriades, les fameux lanceurs de javelots d'élite, des mercenaires celtes également, et un contingent de 1600 Illyriens, commandé par un dénommé Démétrios de Pharos, qui est un personnage important, qui va jouer un rôle important dans les guerres illyriennes, qui va amener en fait l'intervention de Rome. Donc c'est un personnage qu'on retrouvera dans l'histoire et qui finira d'ailleurs conseiller de Philippe V de Macédoine. Donc Antigone va placer, en fait c'est intéressant cette bataille parce qu'on voit que effectivement c'est pas un terrain plat, donc il n'y a pas de dispositif, on n'a pas le dispositif classique des armées hellénistiques, parce qu'en fait Antigone va placer donc sa phalange en face de la phalange spartiate, mais en doublant les rangs, soit 32 rangs, c'est-à-dire que il va pas l'étaler tout en largeur, on va dire, il va doubler les rangs. Sachant que les sources l'appellent parfois les boucliers blancs. C'est pas toujours très clair cette histoire de couleur de bouclier, on trouve ça aussi chez les Séleucides, c'est parfois un petit peu propice aux confusions entre les boucliers blancs, les boucliers d'argent, les boucliers de bronze, on s'y perd parfois un petit peu, mais bon, on va dire voilà, des phalangites macédoniens classiques. Donc ils disposent évidemment un écran d'infanterie légère en avant de la phalange. De l'autre côté, on a un corps commandé par un général qui s'appelle Alexandre, donc on a devant, là aussi, de la phalange, et derrière donc des alliés plutôt hoplites, on dira, achéens, et également donc d'autres de la Ligue hellénique. Alors ce qui est intéressant, c'est que la cavalerie là pour le coup est au centre. Donc là on retrouve des Macédoniens, des Achéens, commandés en personne donc par Philopoïmène, qui est un des grands généraux achéens, qui va succéder à la tête de la fédération dénommée Aratos. Et on a en réserve donc un corps d'infanterie, d'Achéens et de mégalopolitains. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que l'aile droite macédonienne, donc commandée par Alexandre, on est bien là ici, n'est pas organisée en phalange classique, parce que les pentes sont vraiment trop fortes, mais elle est organisée de manière plus souple, plus lâche, pour faciliter leur progression sur un terrain difficile, ce qu'on a, n'est-ce pas? Et c'est là aussi que se tiennent, on ne le voit pas, mais les troupes illyriennes de Démétrios de Pharos. Alors, le déroulement de la bataille, donc connu grâce à Polybe, au départ, donc, c'est les Macédoniens, donc de l'aile droite sur Lévas, qui vont attaquer leur alter ego, donc l'infanterie des Périèques. Sauf que la cavalerie des Spartiates lance l'offensive sans que la cavalerie macédonienne ne réagisse. Et après avoir exhorté donc Alexandre à attaquer, Philopoïmène prend l'initiative et mène une charge des Achéens contre la cavalerie spartiate. Et cette contre-attaque victorieuse force les mercenaires spartiates à devoir défendre le reste de la cavalerie. Et ça permet donc l'attaque de la phalange macédonienne sur le flanc droit. Et là, en fait, Euclédias ne réagit pas, et les troupes macédoniennes donc parviennent au sommet,
et elles doivent battre en retraite, hein, donc les troupes de Clélias. Elles perdent l'avantage donc du terrain et se retrouvent massacrées pendant leur déroute. Alors sur le mont dit Olympe, donc à droite, en tout cas pour les Spartiates, l'engagement donc débute par des combats d'infanterie légère, hein, bon, classiques, hein, des combats de tirailleurs. Mais voyant que son frère Clélias a été mis en déroute, Cléomène tente de quitter ses retranchements pour se porter au devant de la phalange macédonienne. Alors, il parvient à la faire pivoter, hein, mais il ne parvient pas à briser son unité, sachant qu'elle est tout de même organisée en des rangs très compacts, hein, 32 rangs, donc des rangs doublés, hein, comme c'est bien spécifié d'ailleurs par Polybe. Et l'avantage du nombre, hein, et puis l'avantage, on dirait, tactique de la Sarisse, permet aux Macédoniens de finalement l'emporter. Donc Cléomène parvient à s'enfuir avec quelques cavaliers, et il va quitter la Grèce, hein, et trouver refuge auprès de son protecteur, Ptolémée III, à Alexandrie. Alors petite parenthèse d'ailleurs, parce que son côté révolutionnaire va aussi se faire voir en Égypte, hein, parce qu'il va susciter des rébellions à Alexandrie, et on est là sous Ptolémée IV, hein, qui va succéder à Ptolémée III, et il est, on va dire, réprimé et contraint au suicide. Donc il a même tenté une révolution à Alexandrie, bon, intéressant à noter. Donc finalement, les Spartiates ont subi une très grave défaite, ils ont perdu près de 5000 hommes, hein, alors que les Macédoniens ont perdu 1200 hommes, et on peut dire que c'est véritablement le champ des signes de la phalange hoplitique spartiate. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, mais suite à cela, les Achéens vont adopter la phalange de type macédonienne, notamment Philopoïmène, dont on a parlé, donc qui commandait la cavalerie au centre, qui va succéder, on va dire, à la tête de la confédération achéenne à Aratos, va imiter le modèle de l'infanterie macédonienne, avec bien sûr les longues sarissses. Alors les conséquences politiques sont vraiment très importantes, parce que Antigone III d'Ozone s'empare de Sparte, ce qui n'était jamais arrivé dans son histoire. C'est-à-dire que la cité avait peut-être certes perdu des guerres ou des batailles, mais encore pas beaucoup, mais elle n'avait jamais été prise par un ennemi. Et donc c'est quand même intéressant de le noter. Et il annule, on dira, les réformes révolutionnaires ou les réformes sociales, politiques de Cléomène, et il fait restaurer l'ordre intérieur en notamment remettant en selle les efforts. Et il contraint Sparte à entrer dans la Ligue achéenne, ainsi que dans la Ligue hellénique. Alors, il va préserver évidemment la cité, hein, il ne va pas la raser, mais en tout cas, c'est la fin de l'indépendance de Sparte, et là aussi, autre conséquence que je n'ai pas développée, mais c'est important, il met fin aussi à la co-royauté. Il a peur qu'il y ait un nouveau roi, on va dire, qui reprenne le flambeau de Cléomène, et le pouvoir passe aux mains de différents tyrans, notamment un qui est assez connu, qui s'appelle Nabis, qui va mener des guerres aussi en Crète, notamment. Donc clairement, hein, c'est la fin, on va dire, de l'indépendance politique de Sparte. C'est le rétablissement de l'influence macédonienne dans le Péloponnèse, avec une alliance durable avec la Ligue achéenne. Et c'est aussi à noter, hein, la constitution d'une ligue hellénique. Bon, même elle va pas perdurer très longtemps, enfin elle va durer jusqu'à Philippe V, hein, mais bon, en tout cas, ça montre que les Macédoniens peuvent constituer autour d'eux une coalition avec les Grecs. Alors, à voir, hein, que Dosonde va trouver la mort peu de temps après, hein, un an après, de maladie, mais lors de campagnes contre les barbares du Nord. Et là, pour le coup, c'est le jeune Philippe V qui va lui succéder, et ensuite, hein, on connaît l'histoire, mais il va mener des guerres contre les Romains, d'abord à cause des problèmes en Illyrie, hein, que j'évoquerai peut-être un jour. Donc voilà, pour la bataille de Sélasie, donc bataille méconnue, mais très importante dans l'histoire de Sparte. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt.